Chères étudiantes et chers étudiants, je suis très heureux de vous retrouver pour ce deuxième des 12 cours consacrés à l'introduction à l'histoire de l'Europe au XIXe siècle. C'est un cours qui va être consacré, comme le cours numéro 3, aux relations internationales. Alors simplement, donc dans ce cours numéro 2, nous allons les aborder du Congrès de Vienne en 1815 jusqu'à la guerre franco-allemande de 1870. Le cours suivant, le cours numéro 3, portera sur la période qui va du traité de Francfort, qui marque la fin de cette guerre de 1870, jusqu'au traité de Bucarest, qui marque la fin des guerres balkaniques et qui annonce d'une certaine façon la Grande Guerre. Nous aborderons les prodromes de la Grande Guerre dans le dernier des 12 cours de ce cycle. Alors, dans ce cours numéro 2, donc consacré aux relations internationales de Vienne à Sedan, donc la période 1815-1870, je vous en propose ici, vous le voyez, le plan avec, comme vous en avez pris l'habitude lors de la première séance, eh bien, une partie gauche consacrée aux détails de ce plan et une partie droite, vous le voyez, consacrée au vocabulaire, aux dates, aux chiffres clés. Nous allons procéder en 3 temps. Nous allons tout d'abord voir que les grandes puissances parviennent à vaincre les revendications nationales, libérales et bientôt démocratiques qui menacent l'œuvre de Vienne entre 1815 et 1848. Puis je vous évoquerai ce printemps des peuples 1848, puisque en fait dans les premiers mois de l'année 48, la menace est extrêmement sérieuse sur la Sainte Alliance, sur l'œuvre du Congrès de Vienne, avec une onde révolutionnaire qui se propage à travers toute l'Europe. Néanmoins, nous le verrons également, de l'été 1848 à l'automne 1851, l'ordre finit par être rétabli. Mais ça n'est pas un coup pour rien. Dans un troisième temps, qui correspond aux années 1850-1860, l'édifice de Vienne est attaqué cette fois par des hommes nouveaux qui vont utiliser des méthodes plus efficaces. Et finalement, en 1870, c'est une Europe radicalement transformée qui va sortir de cette guerre franco-allemande. Donc 3 parties dans ce cours qui correspondront donc à 3 vidéos différentes d'une vingtaine de minutes chacune. Alors je commence sans plus tarder par la première partie, c'est-à-dire l'Europe de la Sainte Alliance, que l'on peut faire aller donc de 1815 à 1847, 1846-1847. Et dans un premier temps, je vous évoquerai, il y aura 3 temps dans cette première grande partie, comme il y en aura 3 dans la deuxième et 3 dans la troisième partie. Je voudrais vous évoquer les premiers mouvements nationaux et libéraux qui agitent l'Europe dans les années 1815-1820 et la manière dont ils vont être réprimés. Alors, la France, pour commencer, il faut redémarrer par la France, ne tarde pas à être réadmise dans le concert des grandes puissances. Le gouvernement de Louis XVIII, le roi restauré, le roi Bourbon, fait tout pour être réadmis dans ce concert, et Louis XVIII et son gouvernement vont acquitter rapidement la dette qu'ils devaient aux Alliés et stabiliser le pays. En 1818, 3 ans après la clôture du Congrès de Vienne, les Alliés vont donc renoncer à leur tutelle et décider d'évacuer la France de façon anticipée, même si la quadruple alliance est maintenue, elle est vigilante pour le cas où une révolution éclaterait de nouveau à Paris. Alors en Allemagne, passons maintenant à l'Allemagne, eh bien les étudiants et leurs professeurs, qui pour la plupart d'entre eux sont des libéraux, se regroupent dans une union qu'on appelle la Burschenschaft, dont vous aviez vu le nom dans la photocopie que je vous ai montrée à l'écran il y a quelques minutes, et ils commencent à organiser des manifestations libérales et patriotiques. Parallèlement, plusieurs souverains allemands, vous vous souvenez que l'Allemagne est divisée depuis le congrès de Vienne dans un Deutscher Bund qui réunit entre 39 et 41 États, eh bien, plusieurs souverains allemands, je pense
par exemple à la Bavière, je pense au Wurtemberg, je pense au Bade, eh bien, accordent dans cette période des constitutions à leur sujet, soit par conviction, soit par démagogie, par peur d'une révolte qu'ils devancent en quelque sorte. Metternich, qui est le garant de cet ordre de Vienne, le chancelier autrichien, le ministre des Affaires étrangères de l'Empire d'Autriche, s'inquiète et va décider d'agir. Il va convoquer les principaux princes allemands en 1819 et va faire interdire la Burschenschaft. Il impose à la fois l'épuration des universités et la censure de la presse dans les États allemands où le libéralisme avait le plus progressé. Mais alors que le calme est en train de revenir sous la pression de Metternich en Allemagne, eh bien, le sud de l'Europe va sombrer, lui, dans l'anarchie. Alors, où? Eh bien, tout d'abord, l'Espagne. L'Espagne est confrontée au soulèvement général de ses colonies américaines. Parallèlement, les caisses de l'État madrilènes sont vides, des régiments qui ne sont plus payés et qui doivent s'embarquer à destination de l'Amérique, puisque l'Amérique réclame son indépendance, se révoltent, eh bien, ces régiments qui s'embarquent en janvier 1820 à Cadix entrent en rébellion. Et puis en Italie, on a un phénomène un petit peu similaire, puisque les garnisons napolitaines s'insurgent à leur tour en juillet 1820 à l'instigation du carbonarisme, qui est un mouvement secret et libéral. Le roi de Naples octroie alors à ses sujets une constitution, la même en fait que son cousin espagnol, son cousin Bourbon. Cependant, les deux souverains font secrètement appel à la Sainte Alliance, ils mènent donc double jeu. Et une armée autrichienne va entrer dans le royaume de Naples, y battre les troupes libérales et y restaurer l'ancien régime en mars 1821. En ce qui concerne le soulèvement espagnol, l'Angleterre, qui est poussée par ses convictions libérales, mais aussi par ses intérêts économiques, obtient que les puissances n'interviennent pas dans l'empire colonial espagnol, qui, de ce fait, continue de se désagréger définitivement. On en parlera dans un autre cours. En revanche, l'Angleterre voudrait restreindre l'intervention des alliés de la Sainte Alliance en Espagne même. Mais elle ne parvient pas à empêcher l'Angleterre qu'une armée soit finalement envoyée en Espagne pour y rétablir le roi Ferdinand dans ses anciens pouvoirs. Et c'est la France qui, sous Louis XVIII, n'a qu'une ambition, je vous le disais tout à l'heure, c'est-à-dire de rentrer en grâce auprès des Alliés, qui souhaite également rehausser son prestige et retrouver son rang de grande puissance par une victoire facile, qui va proposer en fait ses services et recevoir l'agrément des grandes puissances. Alors la campagne d'Espagne, qui se déroule d'avril à septembre 1823, eh bien, va être une grande réussite pour le roi Louis XVIII. Après la prise du fort du Trocadéro, qui défend Cadix, le 31 août 1823, eh bien, le duc d'Angoulême, qui est le neveu du roi Louis XVIII, le fils du comte d'Artois, son jeune frère, et son armée de 100 000 hommes, imaginez l'armée française qui a été envoyée sur place, vainquent en fait les libéraux et les militaires espagnols qui s'étaient réfugiés dans cette place forte et qui sont contraints de capituler. Malgré les conseils de modération des Français, le roi d'Espagne se livre alors à une terrible répression, de terribles représailles. Vous le voyez donc qu'à la fin de 1823, l'ordre est rétabli en Europe, mais la cohésion des Alliés de 1815 semble s'être évanouie. La surveillance de la France, qui en était la meilleure garante, n'a plus lieu d'être à partir du moment où le gouvernement de Louis XVIII a donné des gages à la réaction. En effet, les ultras français, arrivés au pouvoir à la fin de l'année 1821, répriment les complots et décident l'intervention en Espagne, comme on l'a vu.
L'Angleterre, qui n'entend cautionner ni la contre-révolution, ni la répression des mouvements libéraux, a tendance à se replier à partir de ce moment-là dans un splendide isolement. On peut appeler cela comme cela. Eh bien, l'équilibre que l'on vient de retrouver en 1823 est un équilibre réel, mais qui malgré tout est fragile, comme va en témoigner la crise qui va suivre le décès du tsar Alexandre Ier en Russie en décembre 1825. À ce moment-là, des sociétés secrètes vont déclencher un soulèvement militaire pour tenter de substituer au frère en fait d'Alexandre, Nicolas Ier, qui en logique successorale en raison de son âge devrait prendre la suite d'Alexandre, le plus jeune des trois frères, Constantin, qui était grand-duc en Pologne et qui est réputé beaucoup plus libéral. Alors ce mouvement de décembre, ce mouvement qu'on appelle le mouvement décabriste, va échouer et va s'achever par la pendaison des principaux meneurs et par la déportation de leurs complices. Mais il montre que même dans la patrie de la Sainte Alliance, eh bien, il n'y a pas, on n'est pas à l'abri en fait de troubles. Alors deuxième temps de ce grand 1, je vous remontre le plan, l'indépendance de la Grèce. Alors la Grèce se trouve à l'époque dans l'Empire ottoman, et l'Empire ottoman qu'il me faut vous présenter en quelques mots, c'est un immense empire qui s'étend à l'époque sur 3 continents. En Europe, c'est la région des Balkans, dont la Grèce fait partie, l'ouest de l'Asie jusqu'à un autre empire qui est l'Empire perse, et le nord de l'Afrique, le Maghreb d'une part, le Machrek de l'autre. Mais cet empire ottoman est en pleine décadence en fait depuis la fin du XVIIIe siècle. À l'incompétence et à la corruption de l'administration s'ajoute en effet le perpétuel désordre des finances et l'anarchie d'une armée composée pour l'essentiel de mercenaires. Aussi, le sultan qui règne à Istanbul a-t-il de plus en plus de mal à maintenir son autorité sur la mosaïque de peuples qui compose son empire, mais également il a du mal à se faire respecter par les gouverneurs de provinces excentrées, comme par exemple l'Égypte qui est gouvernée par Muhammad Ali, que nous retenons sous le nom de Mehmet Ali, le pacha d'Égypte. Alors ces faiblesses inquiètent la France, qui a reçu, vous le savez, d'importants privilèges des Turcs au fil des ans, et c'est une politique très ancienne du royaume de France, qu'on peut faire remonter aux capitulations du règne de François Ier, donc au XVIe siècle, et inquiète également l'Angleterre. Pourquoi l'Angleterre? Parce que elle est très intéressée par le maintien de l'Empire ottoman pour sécuriser la route des Indes, qui pour elle est tout à fait primordiale. L'Angleterre est en effet, à l'époque déjà, très préoccupée. Ce qui la préoccupe le plus, c'est bien évidemment son économie, son commerce. Alors, à l'inverse, cet empire ottoman en complète déliquescence suscite la convoitise de la Russie, qui souhaite accéder à la mer Méditerranée par les détroits, le Bosphore, les Dardanelles, et qui entend progresser vers le Caucase. Mais elle suscite également les convoitises, cette déliquescence de l'empire ottoman, de l'Autriche, l'Autriche qui est très intéressée, puisque c'est directement à son contact par la région des Balkans. Or, en mars 1821, la Morée, comme on l'appelle à l'époque, c'est-à-dire le Péloponnèse, eh bien, se soulève. Puis, très rapidement, l'insurrection grecque va s'étendre à Athènes et aux nombreuses îles grecques. Une assemblée va même proclamer, nous sommes en janvier 1822, l'indépendance de la Grèce sur l'Empire ottoman. Va s'en suivre une terrible guerre d'extermination qui va mettre aux prises les Turcs et les Grecs, et l'opinion publique européenne va s'enflammer et va prendre fait et cause pour les insurgés grecs. C'est l'époque où Delacroix va peindre ces scènes des massacres de Scio. Grâce au soutien des Égyptiens, eh bien, la Morée va être reconquise par le sultan,
Athènes va être reprise à son tour en juin 1827, à la suite d'un siège de 9 mois. La cause des Grecs semble perdue. C'est alors que le tsar Nicolas Ier va se décider à intervenir. L'Angleterre et la France se joignent à son action, mais pourquoi? Tout simplement pour mieux la surveiller. On se méfie des empiètements, je vous soulignais ces raisons de ces empiètements du tsar, du nouveau tsar Nicolas Ier. Et c'est finalement donc une escadre anglo-franco-russe qui va se diriger sur zone et détruire l'ensemble de la flotte turco-égyptienne à la bataille de Navarin le 20 octobre 1827, dans la rade de Navarin. Voilà pourquoi à Paris, nous avons sur la rive droite, je crois que c'est dans le 9e arrondissement, une rue qui s'appelle aujourd'hui la rue de Navarin, 9e ou 10e, je ne sais plus. L'appel à la guerre sainte que va lancer le sultan ne suffira pas à ce moment-là. Et le 3 février 1830, la Grèce va devenir indépendante, puis se donner pour souverain 2 ans plus tard, en 1832, le second fils du roi de Bavière. Nous verrons tout à l'heure que c'est très fréquemment en Allemagne que lorsqu'on a besoin d'un prince pour monter sur un trône, un nouveau trône européen, c'est en Allemagne qu'on va le chercher, puisque vous aviez, vous vous souvenez, à la veille de la Révolution, 360 États en Allemagne, et beaucoup de ces États ont été supprimés au XIXe siècle, et donc il y a des princes, des petits roitelets qui sont sans couronne et avides d'en trouver une. Eh bien, c'est ce qui se produit, la Bavière n'étant pas ici, bien évidemment, une petite couronne. Alors, le nouvel État grec est de petite dimension. Il ne comprend à l'époque ni l'Épire, ni la Thessalie, ni la Crète, ni les îles Ioniennes. Et il se trouve, on est bien d'accord, aux limites de l'Europe. Néanmoins, l'événement est très important. Plusieurs grandes puissances viennent pour la première fois d'intervenir, en effet, en faveur d'une nationalité contre un souverain légitime. Alors, troisième et dernier temps de ce grand 1, je vous remontre une dernière fois le plan pour cette première vidéo, les mouvements des années 1830-1840. En France, Charles X, frère et successeur de Louis XVIII, rapidement va être accusé par les libéraux d'aspirer à une forme de retour à la monarchie absolue. C'est faux. En revanche, il mène une politique réactionnaire, ça c'est indéniable. Et il va finir, nous ne faisons pas une histoire intérieure dans ce cours de la France, mais il faut avoir quelques repères, il va finalement être renversé au terme de 3 journées révolutionnaires parisiennes, que l'on appelle les Trois Glorieuses, par être donc renversé en juillet 1830. Et il va être remplacé par son cousin, le duc d'Orléans, qui va monter sur le trône sous le nom de Louis-Philippe Ier. Il n'est plus roi de France, il est roi des Français. Il a en quelque sorte, pour monter sur le trône, passé un contrat avec le peuple français. Tout ça est fictionnel, bien sûr, il repose, son pouvoir repose sur la souveraineté nationale. Voilà pourquoi roi des Français. Et ce nouveau roi, pour stabiliser son pouvoir, pour ne pas être inquiété par les puissants alliés, parce qu'on contrevient ici, bien évidemment, au Congrès de Vienne, eh bien, va affirmer ses intentions pacifiques de manière à dissuader les puissances d'intervenir. Et de fait, il va obtenir sa reconnaissance officielle. Alors les événements de Grèce, et plus encore ceux de Paris, provoquent une flambée d'agitation libérale et nationale à travers toute l'Europe. En novembre 1830, les Polonais se soulèvent contre la domination russe et proclament l'indépendance de leur pays. 1 an plus tard, ils sont écrasés par l'armée russe et le tsar, qui en tire un surnom de Nicolas Latrique. Alors déjà, il n'était pas bien disposé à l'égard des libéraux suite au mouvement des cabristes, mais là, ça en rajoute encore plus et il va se montrer extrêmement dur. Il va imposer aux Polonais une véritable dictature militaire. Les insurrections qui éclatent parallèlement en Allemagne, mais aussi en Italie, sont aussi très rapidement vaincues.
En revanche, la Belgique est plus heureuse. Je rappelle que les Belges, depuis 1815, sont sous domination des anciens Provinces-Unies, c'est-à-dire des Néerlandais, au sein d'un royaume que l'on appelle le royaume des Pays-Bas. Donc ils sont dominés par le nord, ils sont dominés par Amsterdam et par La Haye. Eh bien, il y a incompatibilité, je dirais, politique, mais aussi religieuse, car les Néerlandais sont calvinistes, alors que la plupart des Belges sont catholiques, qui va faire qu'en fait, eh bien, les Belges vont se soulever le 25 août 1830. Les Bruxellois se révoltent en criant faisons comme les Français. C'est toujours, si vous voulez, ce phare révolutionnaire parti de Paris qui illumine toute l'Europe et donne en quelque sorte le mouvement. On en verra un autre exemple plus tard dans ce cours en 1848. Ils réclament leur autonomie, au moins leur autonomie, mais pour toute réponse, le roi des Pays-Bas, donc néerlandais, envoie une armée. Et après avoir vaincu cette dernière, avec l'aide de l'étranger, eh bien les Belges vont se déclarer indépendants. Nous sommes le 4 octobre 1830 et une conférence internationale va proclamer l'indépendance et la neutralité perpétuelle de la Belgique. Et là encore, comme en Grèce, c'est un prince allemand, Léopold de Saxe-Cobourg, qui va devenir roi des Belges, sous le nom de Léopold Ier. Nous sommes en 1831. Le royaume de Belgique actuel date de 1831, de même que la Grèce. Alors la Grèce n'est plus un royaume aujourd'hui, mais l'indépendance de la Grèce date, on l'a dit tout à l'heure, de 1830. Donc la période est très importante pour la constitution des États-nations. La France et le Royaume-Uni, dont les régimes politiques sont désormais voisins, vont se rapprocher au point que l'on parle d'entente cordiale entre les deux pays. Mais cette entente cordiale ne va pas durer, c'est la question d'Orient qui va manquer en effet de provoquer une guerre entre eux. Alors, je vous en donne l'explication pour terminer ce grand 1. Le pacha d'Égypte, Méhémet Ali, eh bien, qui est très proche de la France, il a obtenu un soutien militaire de sa part pour moderniser son armée, souhaite se faire reconnaître l'hérédité de sa fonction par le sultan. On a vu que le sultan connaissait de grandes difficultés. Et il souhaite même plus, il souhaite même se voir accorder la direction de la Syrie voisine. Alors devant le refus compréhensible des Turcs, il fait la guerre et il va écraser les Turcs. Et en juillet 1840, les Alliés vont obliger en fait Méhémet Ali à reculer. Une partie de la presse et de l'opinion publique française y voit un véritable camouflet et réclame à ce moment-là une guerre qui permettrait de défendre l'allié égyptien, mais aussi de servir de prétexte en fait pour déchirer les traités de Vienne de 1815 et pourquoi pas d'aller plus loin, de conquérir la rive gauche du Rhin. Le président du Conseil français de l'époque, Adolphe Thiers, qui est très patriote et assez belliciste, va faire fortifier Paris et va procéder à une mobilisation partielle. Mais les Anglais, comme les Allemands, vont immédiatement se déchaîner contre la France. Le roi Louis-Philippe va désamorcer la crise en obtenant la démission de Thiers. Méhémet Ali est totalement abandonné et doit rendre ses conquêtes pour ne plus conserver que l'Égypte à titre héréditaire, il est vrai. Alors les relations entre la France et l'Angleterre se dégradent à l'occasion de cette crise de 1840, mais elles vont se dégrader encore plus à l'occasion de différends commerciaux, de rivalités en Afrique du Nord, en Grèce et au Portugal, et à l'occasion d'une affaire qu'on appelle l'affaire Pritchard en 1843. Cette année-là, un missionnaire anglais qui a fomenté une révolte à Tahiti, où la France vient d'établir son protectorat, est expulsé par les Français avant d'être indemnisé sur les protestations britanniques, ce qui suscite en France une très forte poussée d'anglophobie. En 1846, l'affaire des mariages espagnols manque de nouveau de provoquer la guerre entre les deux pays.
En effet, la jeune reine d'Espagne, Isabelle, a épousé un candidat patronné par la France, et sa sœur a épousé un fils du roi Louis-Philippe, à la grande colère des Anglais. Alors à cette date, que dire? Eh bien, la carte de l'Europe reste, à l'exception de la Grèce et de la Belgique, très proche de celle de 1815, mais vous le constatez, la division des grandes puissances et la montée des revendications des peuples, mais également le retour sur la scène internationale de la France, laissent présager de profonds bouleversements. C'est ce que nous allons voir dans une deuxième partie.